Frères et sœurs, si nous fêtons Sainte Monique aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement la fête de la parité, parce qu'il faut bien reconnaître que la pauvre Monique en a vu de toutes les couleurs. D'abord, il faut se rappeler que dans l'Empire romain, même finissant, même s'il y avait eu des phases de promotion de la vie féminine, mais surtout à l'époque d'Auguste, donc 4 siècles plus tôt, dans les années 350 à peu près, on ne peut pas dire que les femmes avaient très grande presse dans le monde romain dans son ensemble. D'abord, l'Empire romain avait intégré toutes les différentes cultures et populations pour donner une sorte de médium dans l'estimation de la vie familiale, et donc les femmes n'avaient plus grande importance en ce qui concerne tous les droits sociaux, civiques, etc. Elles étaient quand même considérées vraiment comme mineures, et ça va durer longtemps. Et donc la pauvre Monique, d'abord, n'a pas nécessairement un prénom latin, Monica, c'est pas un prénom romain, c'est la différence du père d'Augustin qui s'appelait Patricius. Lui alors, c'était quand même quelqu'un qui pouvait revendiquer une citoyenneté romaine peut-être assez ancienne. Mais toujours est-il que la pauvre Monique était sans doute d'un milieu, pas nécessairement les Berbères, les Kabyles, ceux qui deviendront Berbères et Kabyles plus tard, n'est-ce pas, c'est pas ce milieu-là, pas le bas de gamme, si vous voulez, à l'époque, mais un milieu quand même très modeste. Et donc, Patricius, le père de famille, était un petit potentat, n'est-ce pas? Il en faisait qu'à sa guise. Il ne semble pas avoir été d'une particulière fidélité. Et surtout, la pauvre Monique a dû, on lui a choisi Patricius parce que c'était sans doute un beau parti, n'est-ce pas? Mais déjà, dans sa famille, sa famille d'origine, à elle, Monique, c'était sans doute des paysans et qui devaient cultiver la vigne. Et Augustin raconte lui-même que sa mère, de temps en temps, descendait pour aller remplir la cruche de vin pour le repas familial et qu'elle s'enfilait un petit gorgeon avant de remonter à la salle à manger. Donc, une femme pas nécessairement en très bonne harmonie, ni avec elle-même, ni avec l'entourage, et donc c'est le prototype même de l'épouse un peu contrainte, un peu manipulée, et qui va compenser par l'amour de ses enfants. Là encore, une chose assez étrange, Augustin a eu un frère. Il a écrit 32 volumes de patrologie grecque, ce qui représente à peu près 30 000 pages, et on ne sait pas le nom du frère. Comme quoi, j'allais dire, la véritable star dans la famille, c'était Augustin, parce qu'il avait fait des études extrêmement brillantes, mais c'était même pas la peine de nommer le frère. Et donc, c'est pas tout à fait un hasard si Monique va réinvestir toute son affection sur son fils aîné, se sent évidemment un peu délaissée par le mari, Patricius. Elle n'a pas l'air de s'intéresser particulièrement au jeune frère inconnu, et donc elle se déchaîne sur Augustin, et il arrive ce qui doit arriver dans ces cas-là, c'est encore aujourd'hui comme ça, c'est maman, lâche-moi les baskets, et donc je vais faire mes études à Carthage. Et ça veut dire au moins comme ça, je t'aurai pas sur le dos toute la journée. Et évidemment pour Monique, c'est un premier chagrin, parce que précisément, elle sent bien que Augustin en a marre aussi. Et à un certain moment, quand il voit que, parce que c'est un étudiant extrêmement brillant, Augustin,
C'est une sorte de, je sais pas, comme les normaliens aujourd'hui, etc. Enfin, un type très sûr de lui, très audacieux, très capable de relations amicales, surtout avec les garçons. D'ailleurs, les filles s'intéressaient un petit peu quand même, puisqu'il a eu une concubine pendant quelques années. Mais disons quand même, Augustin, c'est le genre de bonhomme qui ne veut pas rester dans les jupes de maman. Hein. Donc, quand il voit que même Carthage, il a fait le tour du problème et qu'il ne pourra pas progresser, parce que, j'allais dire, il a les dents longues et il raye le plancher. Hein. C'est les premières années de la vie d'Augustin, ça n'a rien de véritablement imitable. Et donc, il quitte Carthage, et là, il y a quand même une scène qui mérite d'être évoquée, c'est que la pauvre mère, Monique, voit que son fils va partir, elle fait tout pour le retenir et elle va jusqu'à l'accompagner au bateau sur le quai de Carthage. Or, je ne sais pas si vous savez, mais à Carthage, dans la grande poésie de Virgile, l'Énéide, n'est-ce pas, Énée, fondateur éponyme de Rome, n'est-ce pas, ou ancêtre des fondateurs, passe à Carthage, tombe dans les bras de Didon, la célèbre Didon, et à ce moment-là, au bout d'un moment, il sent que c'est plus important de fonder Rome que d'aimer Didon, et donc il s'en va en bateau, et il y a des vers de Virgile qui décrivent le moment de déchirement pour Didon, parce qu'elle est séparée de celui qu'elle a voulu accueillir comme son enfant et qu'elle espérait comme mari. Eh bien, Augustin ne se gêne pas, et pour décrire la situation au moment où il quitte le port de Carthage et où il regarde sur le bateau sa mère sur le quai, il la voit pleurer toutes les larmes de son corps, et à quoi ça lui fait penser? À Didon, qui pleure la perte de son amant. Ça veut dire quand même que Augustin a été un peu averti du comportement pour le moins possessif de maman Monique, n'est-ce pas? Toujours est-il, Augustin s'en va, et à ce moment-là, il arrive à Rome, et là, évidemment, il fait une très belle carrière, et finalement, il arrive un peu comme on a aujourd'hui des plumes, on dit des plumes actuellement, pour écrire les discours, et même les discours impériaux. Donc, il fait une ascension sociale, intellectuelle et culturelle absolument extraordinaire à Milan. Et c'est là qu'il va se convertir. Pendant ce temps-là, la pauvre Monique pleure toutes les larmes de son corps, et encore plus quand Patricius, son mari, meurt. Qu'est-ce qu'elle va devenir? À cette époque-là, veuve, c'est pas nécessairement très drôle. Et donc, elle fait ni une ni deux, comme elle sait que son fils a fait une très belle carrière à Milan, et qu'en plus, pendant ce temps-là, il a trouvé une concubine, n'est-ce pas, pour vivre avec et lui faire un enfant qui s'appelle Adéoda. Eh bien, Monique s'est dit, il n'y a qu'une solution maintenant, hein, je vais aller à Milan et je vais voir où il en est. Alors évidemment, la grosse surprise, n'est-ce pas, d'abord, Augustin mène sa vie et grand train avec des amis, etc. Bon, c'est vrai qu'il va déjà un peu écouter les sermons de Saint-Ambroise à la cathédrale, et qu'il est vraiment sous le coup, sous le choc, et qu'il commence les premiers pas d'une timide conversion. Mais il ne faut pas croire qu'au début, Saint-Augustin a fréquenté le christianisme parce que ça l'éblouissait par l'amour du Christ. Hein. C'était simplement parce que ça lui paraissait une doctrine plus convenable que celle qu'il avait épousée jusque-là, le manichéisme. Et donc, elle arrive, et alors il se passe le truc classique à l'époque, n'est-ce pas? C'est que, comme Augustin avait fait une très belle carrière et qu'il était au top de sa réussite, elle, Monique, s'est dit, il ne peut pas rester avec la pauvre petite qu'il a choisie comme concubine pendant un certain temps. Entre nous, soit dit, vous voyez, les circonstances ne changent pas beaucoup par rapport aujourd'hui, par rapport à l'époque. Et donc, Monique se dit, il faut que je lui fasse quitter la fille. Et donc, elle organise
le départ de cette pauvre fille qui part, et elle impose que le fils Adéodat, qui est déjà une bonne quinzaine d'années, elle impose que Adéodat reste avec Augustin, parce que c'est quand même toujours plus sûr d'avoir un héritier supplémentaire. Et donc, eh bien, Augustin, finalement, trouve que, bah oui, maman a raison, donc il renvoie la jeune concubine. Et puis, évidemment, dans la tête de Monique, c'était que Augustin, vu la gloire littéraire et culturelle qu'il avait, allait se trouver une dame romaine ou milanaise qui apporterait quelque chose pour faire bouillir la marmite, généralement un bel héritage. Et donc, on croit que c'est comme ça que ça va se passer, et manque de bol, alors là, vraiment, Augustin se convertit vraiment, si je veux dire, pour de bon. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'il suit la prédication d'Ambroise, un beau jour, il décide de se convertir. Alors là, c'est pour Monique, c'est quand même un sale coup, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qu'il va faire s'il se convertit? Est-ce qu'il va être... Alors, et c'est là que pendant quelque temps, il va y avoir problème, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Augustin, en même temps, fait une grave pneumonie. Il a toujours été très fragile de la cage thoracique, et là, il fait une deuxième crise très très grave, et il est obligé de démissionner de son poste. Donc, il ne va plus être rhéteur à Milan dans le milieu de la cour, ce qui est évidemment un gros coup dur, n'est-ce pas? Mais enfin, vu tout le travail qu'il avait fait auparavant, il avait quand même déjà un compte en banque à peu près correct, n'est-ce pas? Et donc, il décide avec quelques amis, sitôt après le baptême, de partir au bord du lac de Garde, rien que ça, n'est-ce pas? Enfin, c'était déjà des résidences de luxe à l'époque, et de vivre là une sorte de vie monastique telle qu'on l'imaginait à l'époque, c'est-à-dire un groupe d'amis qui prient ensemble, qui lit la Bible, qui commentent la Bible, qui discutent, et ça. Et évidemment, il ne peut pas refuser maman quand même, parce qu'il ne va pas lui payer un EHPAD à Milan pendant que lui va bien s'entretenir avec des amis tranquillement. Et donc, il l'a fait venir. Et alors là, c'est sans doute ça le passage le plus extraordinaire de la vie de Monique, c'est que lui, Augustin, est avec tous ses copains, et il faut mener une vie religieuse. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à prier et tout. Or, qui c'est qui sait le mieux prier dans l'affaire? C'est quand même la pauvre Monique, qui en a tellement vu tout au long de sa vie qu'elle devient une sorte de quasi-mère abbesse du groupe, et qu'on a des témoignages de Saint-Augustin exprimant la grande sagesse. C'était la mère spirituelle du groupe. Sauf qu'au bout d'un moment... Augustin se dit, moi je ne peux pas rester indéfiniment en congé maladie au bord du lac de Garde, il faut peut-être qu'on retrouve le pays pour retrouver l'héritage et le patrimoine, n'est-ce pas? Et donc c'est là qu'ils partent, et au moment où ils arrivent à Ostie pour prendre la traversée, pour retourner à Tagaste, eh bien, elle meurt. 8 jours avant, ils ont tous les deux une extase dans une hôtellerie où ils étaient logés en attendant le bateau, et un soir, ils ont tous les deux une véritable extase mystique qui est à la fin disons, au livre 10 des Confessions, et qui est comme une sorte de... C'est là que Augustin nous présente véritablement la transformation de sa vie chrétienne et spirituelle, et qui va être la base de toute son œuvre théologique. Alors évidemment, elle meurt, et il y a de très beaux passages à ce moment-là où Augustin dit au début je pleure, puis tout d'un coup je me dis mais je ne devrais pas pleurer puisqu'elle entre dans la résurrection du Seigneur, elle entre dans la vie de Dieu, et donc là évidemment il se console, il va prendre un bain au bain public, n'est-ce pas? Et il revient à la maison, et là, avec les quelques amis qui l'accompagnent, eh bien, il célèbre les obsèques. Si bien que Sainte Monique, même si on ne sait plus où est son tombeau, est enterrée quelque part à Ostie. Et donc, Augustin va partir, et ça va être le début de sa vie d'abord de prêtre, puis d'évêque, d'abord à Tagaste, puis à Hippone, à Beaune, où il va transformer, si je puis dire,
tout le fond de la culture antique pour lui donner une nouvelle dimension chrétienne que aucun père de l'Église jusque-là n'avait pu ni osé réaliser. Alors vous voyez, Sainte Monique, c'est clair, elle est sainte, mais le nombre de couleuvres et de souffrances qu'elle a dû avaler, c'est quand même pas très drôle, et c'est quand même ça qui a fait qu'elle est devenue véritablement la mère d'Augustin, non seulement au plan physique puisqu'elle lui a donné la vie, mais aussi au plan spirituel, puisque dans un moment décisif de sa vie, c'est vraiment elle qui l'a accompagné et qui l'a amené jusqu'à cette fameuse extase d'hostie, qui signifie toute la grandeur et la beauté de l'amour d'une mère pour son fils, même si le fils était souvent un peu insupportable.